on a beaucoup parlé de déficit vertical, c'est indiscutablement un problème que l'on a. Et dans le secteur antérieur, eh ben, ce déficit, il peut être important. On connaît tous les phénomènes de résorption verticale et de résorption centipète de maxillaire. Nos aînés, puisque nous avons eu aussi des aînés, et une génération avant nous d'implantologistes, avaient essayé de trouver des moyens assez originaux avec les juxtaosseux, dont vous connaissez tous les résultats plus que décevants. Alors on a aussi les techniques de greffe, c'est très compliqué chez les patients édentés. Pardon pour ces vilaines photos, mais moi j'ai assez peu de cas de restauration par greffe sur l'ensemble de la crête, surtout avec des greffes 3D. Et puis il y a bien entendu, Jean-Baptiste n'est plus là, mais il y a bien entendu les zygots qui représentent actuellement une alternative relativement intéressante dans les cas de déficit antérieur. Alors, greffe ou zygot, il y a une vraie discussion à avoir. Ça dépend bien évidemment du degré d'atrophie. On reçoit de plus en plus maintenant des patients qui ont subi des échecs de Hall on X, etc. Donc, des situations qui sont compliquées, des maladies parodontales qui sont extrêmement évoluées. Et puis, vous savez comme moi, Patrice en a parlé tout à l'heure, que les greffes sont quand même des éléments difficiles. On a la possibilité de faire des grilles, mais là encore, chez les dentés complets, c'est un peu simple. On a des patients, c'est un peu difficile, on a des patients qui sont pas tout jeunes, qui peuvent avoir des antécédents médicaux à problème. Et puis, si vous prenez quelqu'un de 75 ans à qui vous parlez de greffe, vous savez comme moi que c'est plutôt refroidissant et qu'ils ont tendance à envisager plutôt des solutions alternatives. Et puis enfin, il y a le problème qui a été évoqué, il y a l'absence de port de prothèses amovibles. Les ateltobies, c'est merveilleux, encore faut-il qu'il y ait encore quelques dents pour s'accrocher dessus, et il faut attendre bien évidemment pendant 4 à 6 mois. Donc il y a une balance bénéfice-risque qui est à faire, et il y a une solution qui peut être envisagée dans certaines indications, c'est une niche bien évidemment, c'est d'envisager un nasal lift. Alors on connaît tous le sinus lift, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais on en avait largement parlé l'année dernière. C'est une technique qui est décrite depuis pas mal de temps. Le premier à en avoir parlé, c'est Adel, dans le bouquin de Bradmark de 85, où il faisait des prélèvements de blocs corticospongieux qu'il mettait en place au niveau des fosses nasales. Et puis, plus récemment, en 97, il y a Ga qui a développé la technique, qui a utilisé des comblements par biomatériaux avec une chirurgie en 2 temps. Alors, comment ça marche? Voilà un cas assez simple d'une personne elle a 80 ans, elle a, vous le voyez, eu quelques difficultés au niveau d'un traitement préalable, elle a perdu cet implant-là, il y a une grosse cratérisation ici, et si on regarde le cone-beam, ce qui nous reste devant, c'est quand même pas la joie pour envisager quelque chose. Donc on va faire un nasal lift, donc je vais vous montrer quelques vidéos rapides pour que vous compreniez la technique, ça n'a rien de très compliqué. On fait une incision d'épaisseur totale, et puis on va aller décoller largement le périoste dans la partie antérieure. Quand c'est résorbé, c'est souvent assez adhérent. Puis on va passer de l'autre côté et on va élever le lambeau de façon assez apicale, de manière à découvrir la base des orifices piriformes. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va utiliser la même instrumentation pour les sinus lifts et on va progressivement venir décoller la partie basse du plancher des fosses nasales. C'est une muqueuse qui est beaucoup plus épaisse, qui est assez adhérente, donc il faut être un peu patient. On a quelquefois du mal à distinguer l'os de cette partie muqueuse, donc il faut s'insérer très, très doucement. Et puis, on arrive à décoller. On a beaucoup moins de risques de déchirure que lorsqu'on fait une élévation de muqueuse nasale. Et vous voyez qu'on arrive quand même à gagner une hauteur qui sera compatible avec une mise en place d'implant. À partir du moment où on a libéré une hauteur importante, on va faire notre mélange. Alors les biomatériaux, on en a parlé, c'est un peu top chef, on a chacun nos petites recettes. Moi, j'aime bien pour le nasal lift comme pour le sinus lift faire un mélange d'os allogénique de xénogreffe et d'os autogène que j'ai récupéré en scrapant la crête, chacun de ces matériaux ayant une fonction spécifique. On mélange tout ça et puis on va pouvoir mettre en place ça dans l'espace qu'on a libéré. Donc on va densifier tout ça pour que ça soit correct. Et puis ensuite, avec la piezo, on va vraiment parfaitement nettoyer l'os tout autour. On va remettre une petite couche
de biomatériaux, et puis on va protéger l'ensemble avec une membrane de collagène, puisque bien évidemment, contrairement à un sinus lift où on dépose le volet latéral, là on n'a pas de volet pour protéger, et puis on va venir taquer, pincer la membrane pour qu'elle tienne bien. Et vous voyez qu'on va attendre à peu près 6 mois, comme on le ferait pour un sinus lift. On va obtenir une reconstruction dans la partie antérieure qui sera compatible avec la mise en place d'implants, qu'on va encore laisser en place pendant 5 mois. Et puis voilà le cas avec les vis de cicatrisation. Alors on essaie de mettre des implants qui soient plutôt larges. On ne va pas mettre non plus des implants de 15 mm, donc on essaie de compenser ça. Voilà un deuxième cas qui est un peu équivalent d'une patiente âgée également. Elle a 83 ans et alors elle vient parce qu'elle a une atrophie osseuse qui est quand même extrêmement marquée. Hein, vous le voyez ici. Elle a une prothèse complète mais qu'elle ne porte pas parce qu'elle était obligée de mettre de la colle dans des conditions terribles et le résultat global était quand même assez difficile. Et on est dans une situation où on a moins de 4 mm de hauteur dans le secteur sous-nasal. L'objectif demandé par le confrère, c'est de mettre 4 implants pour stabiliser sa prothèse complète. Donc on va faire un petit comblement des planchers sinusiens, enfin un petit comblement de rehaussement du plancher sinusien à droite et à gauche, et puis un petit nasal lift des deux côtés. Donc on va faire exactement la même technique, hein, pas de problème. Donc vous voyez, vous retrouvez les instruments que vous connaissez, on va remonter tout ça, on a cette hauteur-là, on va aller scraper la crête pour essayer de l'épaissir, et puis on va pouvoir faire notre remplissage, et puis on va mettre en place la membrane et refermer tout ça. Et puis quelques mois plus tard, on va pouvoir tranquillement venir mettre en place nos implants dans des hauteurs osseuses qui sont quand même beaucoup plus compatibles. Et voilà le résultat qui permet aux confrères d'améliorer la stabilité du patient. Alors voilà un troisième cas qui est plus abouti, que j'ai traité avec mes complices habituels du CHU, Julien Hamon et William Goubin. C'est un patient que nous avons reçu qui venait d'avoir une réhabilitation prothétique de qualité faite à Reims par un certain docteur Philippe R, qui n'est plus en activité maintenant. Et donc ce patient arrive un peu désespéré. Et vous voyez, il y a quand même des gens qui s'embêtent assez peu. Alors, on ne connaît pas très bien l'histoire. Peut-être que ça a été présenté comme une solution d'attente ultime. Mais bon, globalement, il n'y a pas beaucoup de discussion. Évidemment, tout ce qui reste est condamné. On a enlevé tout ça. Le patient a été suivi par le service de prothèse pour revenir sur des concepts qui sont un petit peu plus cohérents. On passe par le biais de prothèses conjointes bimaxillaires, et une fois qu'on a stabilisé un petit peu tout ça, bien, on a un patient qui commence à revenir vers une morphologie plus cohérente, mais son souhait, c'est bien entendu d'avoir une réhabilitation qui soit une réhabilitation fixée. Or, le problème, c'est que si on regarde bien, on n'a pas beaucoup d'os pour pouvoir réussir à mettre en place 2 bridges ou 2 pilotis. L'idée étant de pouvoir faire une reconstruction sur 6 implants maxillaires et puis un Hollenform mandibulaire en raison de la faible hauteur dans ces zones-là, le patient n'ayant pas envie d'avoir en plus des greffes mandibulaires. Or, le problème, c'est que vous le voyez, dans les zones sous-sinusiennes, on a moins de 3 mm, devant on n'est pas terrible non plus. Bon, on a des sinus qui sont sains, on a une muqueuse qui est un peu épaisse, donc on est dans des voyants qui sont plutôt verts pour envisager de faire les choses. Donc on va utiliser exactement la même technique, on va élever la muqueuse sinusienne dans cette zone-là, on va aller scraper la partie antérieure, on peut aller récupérer de l'os au niveau de l'épine nasale antérieure, c'est plutôt bien, on fait notre mélange habituel, on met en place notre biomatériau et puis on va mettre en place les membranes pour rupturer tout ça. On va bien sûr, sur les techniques latérales que vous connaissez bien, faire nos 2 sinus lifts. Et puis voilà, au bout de quelques mois, on voit le gain de hauteur que l'on a obtenu à la fois dans les secteurs latéraux et dans le secteur antérieur. Donc on peut envisager une pose d'implant dans des conditions plus rationnelles. Donc au bout de 6 mois, on va faire notre planification. Je ne vais pas développer tout ça, ce sont des choses que vous connaissez, tant pour le haut que pour le bas. Et puis on va pouvoir procéder à ces chirurgies qui sont maintenant bien codifiées, bien définies. Et puis on va, en fin d'intervention, transformer les prothèses complètes en pilotis transitoires. Le patient va rester comme ça pendant 5 ou 6 mois. Et puis voilà le résultat
que l'on voit. Vous voyez qu'on a quand même réussi à transformer la physionomie de ce patient. On a attendu 10 mois pour être certain d'avoir une parfaite stabilité osseuse et contrôler qu'on n'ait pas de perte, en particulier devant. Et au bout de 10 mois, bien, le service de prothèse du CHU l'a pris en charge, le docteur Lefrançois, pour réaliser la prothèse d'usage. Voilà, que vous voyez ici, avec une armature en zircone qui a été céramisée et qui donne au patient une reconstruction qui le satisfait complètement. Alors, comme tous les Holland-Ford, on ne peut pas avoir des extensions distales trop importantes, même à la mandibule, mais en tout cas, on a ici une prothèse qui semble lui donner un résultat satisfaisant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette intervention? Eh bien, elle a des suites post-opératoires qui sont plutôt réduites. Il y a quelques saignements. C'est vrai que la muqueuse sinusienne est assez richement vascularisée. C'est la raison pour laquelle il y a fréquemment des épistaxis dans les traumatismes de l'étage moyen. Mais si vous ne déchirez pas la muqueuse, le saignement il est quand même assez limité. Il y a quasi systématiquement un édème de la région prémaxillaire, au niveau du maxillaire antérieur. Il y a des hématomes, en particulier, bien sûr, chez les patients qui sont sous traitement antithrombotique. Et puis, il y a des douleurs qui, dans la majorité des cas, sont complètement calmées par les antalgiques de niveau 1. On n'est même pas obligé d'aller sur des niveaux 2. Il y a des complications rares qui ont été décrites par l'équipe de Eckert avec des infections locales et quelquefois des rhinites, mais ce sont des complications qui sont temporaires et qui, généralement, sont sans gravité. Que nous dit la littérature? Ziv Mazor a sorti en 2012 une série de 32 patients avec 100 implants, un suivi sur 2 ans et demi, avec une moyenne d'augmentation qui se situe entre 3 et 4 mm, et avec 100% de succès. Il y a eu une équipe espagnole qui a sorti une série de 78 implants chez 14 patients avec un suivi d'environ 4 ans, un petit peu plus de 4 ans. Et ils ont comparé, c'était intéressant, 37 patients à qui ils ont fait un nasal lift et 41 patients à qui ils ont fait un sinus lift. Ils ont regardé les taux de succès implantaires et ils ont 95% pour le sinus lift, ce qui est un chiffre généralement couramment admis, et ils sont à 89% au niveau du nasal lift, ce qui peut nous interroger sur la capacité de reconstruction osseuse au niveau du maxillaire. Peut-être que la muqueuse nasale n'a pas le même potentiel que la muqueuse sinusienne. Peut-être que les apports des cellules osseuses sont moins précisés et moins dirigés au niveau de la zone sous-nasale qu'au niveau de la zone sous-sinusienne. Et puis enfin, il y a eu une revue de littérature faite par Annie Toit qui a retenu 12 articles, 151 patients, 460 implants, avec une moyenne de suivi d'environ 3 ans. Et elle arrive à des taux de succès de plus de 97%, c'est-à-dire ce qu'on a globalement en termes de sinus lift à l'heure actuelle. Dans ces études, il y a différents types de biomatériaux, donc ça ne semble pas être matériaux dépendant, et on n'a pas trouvé de différence de chirurgie entre une chirurgie en un temps ou une chirurgie en 2 temps. Alors, que dire? Eh bien, il s'agit d'une bonne alternative pour les déficits verticaux antérieurs, mais on n'est pas du tout dans les cas de figure de ce qu'a montré Patrice tout à l'heure. C'est bien évidemment une petite niche dans ce sens que c'est à réserver pour les cas avec de la fausse gencive ou pour des passirs. C'est une mise en œuvre chirurgicale qui est relativement simple, avec des suites post-opératoires réduites et des résultats qui sont reproductibles. Je vous remercie.